En manchette ce soir, de jeunes athlètes de la région blessés après un accident d'autocar. Malgré plusieurs hospitalisations, le pire semble avoir été évité. Vers 15h45, les policiers ont été avisés d'une collision impliquant un autobus ainsi qu'un poids lourd sur la route 117. Les organismes culturels se préoccupent du manque de financement. Du théâtre qui mentionnait que l'année prochaine, au lieu de 14 spectacles, il va pouvoir en programmer seulement que 11. Et Amos est en mode hockey pour le tournoi national Midget M18. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda avec une nouvelle de dernière heure. Le Bureau des enquêtes indépendantes confirme déclencher une enquête à la suite d'une intervention de la Sûreté du Québec survenue plus tôt aujourd'hui et qui implique un décès. Selon les informations préliminaires, le tout est en lien avec un appel placé pour une personne qui tenait des propos suicidaires. Plus de détails devraient suivre au courant des prochaines heures. Et on poursuit avec une autre bien triste histoire. Des jeunes athlètes de Val-d'Or ont été victimes d'un accident à bord d'un autobus voyageur. Ça s'est passé hier, en fin de journée, sur la route 117, près de Mont-Laurier. Les détails avec Félix Blaquière. L'incident est survenu jeudi vers 15h40. L'autocar est rentré en collision avec un poids lourd en pleine tempête de neige. 25 nageurs du club de natation Les Marsouins de Val-d'Or se trouvaient à bord de l'autobus, ainsi que leurs 6 accompagnateurs et le chauffeur du véhicule. Tous se rendaient à Blainville pour une compétition provinciale. On a 6 personnes qui ont été conduites dans différents centres hospitaliers avec des différentes blessures. On ne craint pas pour la vie de personne. Par contre, heureusement, la route 117 était fermée jusqu'à 20h le soir pour permettre aux policiers reconstructionnistes de faire l'analyse complète de la scène. Plusieurs personnes ont été rencontrées. Mais est-ce que le conducteur de l'autobus n'a pas adapté sa conduite aux conditions routières? C'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Donc, c'est l'enquête qui va le permettre de déterminer là, de façon plus précise. Le club de natation Les Marsouins ne souhaitait pas accorder d'entrevue dans la journée de vendredi. Toutefois, sur leur page Facebook, ils remercient les premiers répondants et les équipes des soins d'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier. Pour sa part, la Fédération de natation du Québec souligne le support du milieu envers le club valdorien. Donc, il y avait déjà des clubs rendus à Blainville, d'autres clubs qui se sont rendus là, après l'accident. Donc, ils sont dans l'eau ce matin, la compétition a commencé. Ce que j'ai eu comme écho, là, c'est qu'il y a eu une minute d'applaudissement là, de la part des athlètes, des spectateurs, des entraîneurs, des officiels pour soutenir les jeunes du club de Val-d'Or. Donc, il y a vraiment un mouvement de solidarité là, à travers nos autres clubs. De son côté, Autobus Maheu n'était pas en mesure de nous accorder d'entrevue vendredi. L'entreprise affirme qu'elle a mobilisé un autobus pour transporter les parents vers Mont-Laurier jeudi soir et que l'autocar est revenu à Val-d'Or avec les parents et les jeunes en fin d'après-midi vendredi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. D'ailleurs, le président du club de natation vient de nous informer que 21 jeunes et tous les adultes sont de retour à Val-d'Or. 3 nageurs ont subi une chirurgie, dont 2 sont toujours à Montréal. Une nageuse est au centre hospitalier de Val-d'Or. Finalement, un autre nageur est en attente d'une chirurgie à l'extérieur de la région. Nous demeurons informés de l'évolution de la situation. Dans un autre dossier maintenant, le secteur de la culture fait face à de très graves difficultés financières et ici dans la région, les organismes culturels doivent même revoir leur programmation pour se sortir la tête de l'eau. Un reportage de Kémilia La Liberté. Augmentation des coûts de production, compression dans les programmations, diminution des cachets des artistes. Il n'y a pas de doute, le milieu culturel vit une crise majeure, selon le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, dans le fond, au niveau national, le calque est revenu à un niveau pré-pandémie parce qu'il y avait eu des bonifications pendant la pandémie pour aider le milieu culturel. Fait que là, on revient à des niveaux de financement d'il y a 7 ans. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est que ça ne tient pas compte de l'inflation. Les organismes culturels qui font la fierté bien souvent de nos villes, de nos régions, bien, ils sont en danger. Ils sont réellement en danger et il faut que les budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec soient augmentés, mais véritablement de beaucoup.
En raison du manque de financement, des salles de spectacle et d'exposition ont dû mettre la hache dans leur programmation. Je donne un exemple comme ça, le Petit Théâtre qui mentionnait que l'année prochaine, au lieu de 14 spectacles, il va pouvoir en programmer seulement que 11, puis qui vient de couper 4 postes cette année. T'sais. On a le MOM Musée d'art aussi qui témoignait qu'il y avait 3 coupures de postes cette année. On pense au Théâtre du Rift qui a eu 50 % de sa subvention annuelle là, cette année, fait qu'il doit diminuer de moitié dans sa programmation. L'Agora des arts de Rouyn-Noranda, comme plusieurs autres organismes, doit jongler avec un déficit qui s'accumule d'année en année. Bien, nous, en tout cas, avec les rénovations, il y a des coûts qui ont triplé. Le chauffage, entre autres, c'est un exemple, le chauffage. On n'avait pas de climatisation dans la vieille bâtisse avant qu'elle soit rénovée. Avec la climatisation, ça a fait grimper la facture d'électricité énormément. Les assurances. La vieille église était assurée pour 780 000 $, je pense. Là, maintenant, elle est assurée pour 15 millions. D'ailleurs, l'ensemble des centres d'exposition, qui est sous l'Association des centres d'exposition de l'Abitibi-Témiscamingue, la CEAT, disait que d'ici les 3 prochaines années, on parle de 50 % de réduction des expositions. Fait que ça, on parle de moins de possibilités pour les artistes de venir exposer, de moins de contacts pour la population. Ça fait qu'il y a une vitalité culturelle régionale qui est moindre, en définitive, tu sais. Une grande manifestation pour les arts aura lieu le samedi 22 février. Artistes et citoyens préoccupés vont se réunir ici même devant le bureau du député Daniel Bernard. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous préoccupé par les compressions dans le domaine culturel? » Et vous avez répondu non à 54 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Qui dit 14 février dit aussi Saint-Valentin, mais est-ce que la fête de l'amour rime nécessairement avec sexualité? La réponse à cette question au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Vous démarrez une entreprise? Vous avez déjà participé au défi Ose entreprendre et êtes toujours en affaires après 5 ans? Vous travaillez avec des fournisseurs québécois? Inscrivez-vous au défi Ose entreprendre Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec avant le 11 mars et courez la chance de remporter une bourse et d'élargir votre réseau d'affaires. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Quoi de mieux qu'un vendredi pour parler d'amour et de Saint-Valentin? Mais est-ce que cette fête rime nécessairement avec sexualité? La réponse avec Roxane Labrec-Bergeron, professionnelle en sexologie. Selon vous, est-ce que la Saint-Valentin devrait toujours rimer avec sexualité? Non. Premièrement, il n'y a jamais rien qui devrait rimer toujours avec sexualité. Je pense que le consentement prime dans tout. Mais si les gens ont envie de sexualité, ben, tant mieux pour eux, si ça leur tente. Donc, en fait, je pense que la question s'inscrit dans qu'est-ce qu'on devrait faire à la Saint-Valentin, puis comment faire aussi pour ne pas mettre de pression. Ça fait que dans le fond, il y a des attentes sexuelles, évidemment, là. Peut-être pas dans tous les couples là, ou dans toutes les dates, mais souvent, particulièrement à la Saint-Valentin, on s'attend à ça. Donc, tu sais, on s'attend aussi à recevoir des cadeaux, tu sais, il y a pas juste la pression sexuelle, là, il y a les cadeaux, les sorties, les galanteries, tu sais, on s'attend à ce que l'autre pense à nous le dire aussi, là. Mais bon, fait que pour ce qui est de la sexualité en tant que telle, ça peut créer une pression chez les gens, puis même si les 2 personnes en ont envie, peuvent se mettre à ressentir de l'anxiété. Et l'anxiété, ben, c'est comme l'inverse, en fait, du désir, là, c'est de l'anticipation négative au lieu de l'anticipation positive. Donc, ça peut affecter la réponse sexuelle, dont le désir, évidemment. Donc, ça peut être une bonne idée, en fait, d'être le plus détendu possible. Donc, le moins de pression possible. Mais justement, pourquoi on se met cette pression-là?
Ah ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des attentes sociales, comme les normes, ça a été beaucoup publicisé aussi, comme la sexualité, comme étant un moyen de démontrer l'amour, quand en fait, il y a plusieurs langages de l'amour, là. Si on se fie à Gary Chapman, si ça vous intéresse, les 5 langages de l'amour, là, ça peut être super bon justement pour voir, ah ben, il n'y a pas juste la sexualité que je peux faire pour lui montrer. Comment, selon vous, on peut justement satisfaire nos partenaires sans axer la journée sur l'obtention de quelconque plaisir sexuel? Ben, prendre le temps d'en parler. Parler de nos attentes, là, je pense que c'est la première étape, là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que ben, si j'en parle puis que l'autre veut pas, tu sais, ça amène la déception ou l'autre va peut-être se forcer, entre guillemets, là, tu sais, répondre ce que je veux entendre pour éviter de me décevoir. Donc, c'est vraiment d'être honnête, je pense, avec nos attentes. Mais surtout, tu sais, on n'est pas obligé de savoir en début de journée comment on va se sentir ce soir, là, tu sais. Fait que si vous avez une date de prévu, ben premièrement, ça se peut que finalement, vous ne filiez pas pour une date ce soir-là, parce que peu importe ce qui s'est passé dans votre journée. Fait que déjà là, consentement, libre, éclairé, enthousiaste, en continu. Donc, ça va aussi pour n'importe quoi, pas juste la sexualité, là. Donc, si on a prévu peut-être d'aller vers quelque chose de plus romantique, plus séduction, ben, on n'est pas obligé de savoir dans 5 minutes si ça va nous tenter de faire telle chose. Prenons le temps de vivre le moment présent, puis d'apprécier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'aime ça? Passer un moment avec la personne, rire avec elle en ce moment. Est-ce que j'aime ça qu'on se séduise, qu'on ait ce jeu de cruise, là, tu sais, là? Est-ce que j'aime me faire toucher à cet endroit-là en ce moment, ici, maintenant? Bon, parfait. Si j'ai envie de l'embrasser, est-ce que, bon, ben, je me laisse aller là-dessus si ça lui tente aussi? Donc, après ça, tu sais, étape par étape, on construit le désir. On n'est pas obligé de l'anticiper puis de savoir comment on va se sentir. Ben, c'est un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des boules de cristal pour ça, je pense. Et au culturel, l'auteur, compositeur, interprète Émile Proucloutier est de passage dans la région pour y présenter son spectacle Ma main en feu. Il performera des chansons de 3 albums et d'autres pièces poétiques de son répertoire. Il est ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Il reste d'ailleurs encore quelques billets pour les 2 représentations. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plat. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ou redécouvrir un véritable joyau naturel de la région, le Parc national de Guebel. Le Parc national de Guebel est une grande fierté pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est l'endroit parfait pour profiter de l'hiver et même pour voir les animaux en liberté à travers la forêt. Et pour nous en parler plus en profondeur, je m'en vais rencontrer Frédéric Bilodeau, le directeur du Parc de Guebel. Frédéric, quelles sont les activités qu'on peut pratiquer l'hiver ici au Parc de Guebel? Bien, on a nos grands classiques, dans le fond. Il y a la randonnée en raquette, on a le ski hors-piste, qu'on appelle aussi le ski hawk, qu'on peut faire sur les lacs de Faille. Il y a évidemment notre glissade qui vient de tout récemment être ouverte pour les plus petits. Puis toutes ces activités-là, c'est des activités qui prennent quand même de l'équipement, du matériel. Est-ce qu'il y a moyen d'en louer ici au parc? Ben oui, c'est ça. Hey! Et aussi, dans le fond, dans le parc, c'est le but aussi, c'est de faire découvrir oui. tout ça, faire découvrir les activités hivernales. Donc oui, on a tout le matériel pour louer. Donc si les gens ne sont pas équipés, c'est l'endroit parfait pour venir essayer. Est-ce qu'il y a des nouveautés là, cette année, en 2025, qui vont avoir lieu cet hiver? Oui, mais j'appellerais pas ça nécessairement une nouveauté, c'est plutôt une 2e édition. On va avoir notre festival de glace. Donc, c'est un événement d'escalade de glace qu'on fait sur 3 jours, dont une journée qui est là pour l'initiation, donc pour des 10 ans et plus. Donc, ceux qui veulent venir en famille, essayer ça, là, ça va être juste parfait. Et on va avoir tout un setup avec le feu en bas pour se réchauffer, puis essayer, puis ce qui est quand même à prix assez abordable aussi là, pour la famille. C'est la première fin de semaine de la semaine de relâche, donc du 28 février 1-2 mars. Et Frédéric, pour les gens qui sont un peu moins sportifs, le monde qui aime moins bouger, il y a aussi moyen de relaxer au Parc de Guebel. Oui, il y a vraiment, c'est vraiment un endroit magnifique pour ça, avec le silence, fait qu'on peut louer des chalets. Puis ça, c'est une des particularités qu'on a cette année. Avant, il n'y avait pas l'eau dans les chalets. Maintenant, il y a l'eau. Donc ça, c'est un gros plus. On peut prendre notre douche.
Puis, évidemment, les camps rustiques aussi qui sont toujours accessibles, puis pour les plus sportifs. Mais, encore une fois, dans une optique d'accessibilité, on a ouvert les chemins, donc c'est vraiment plus accessible pour les familles. Donc, ça prend moins de temps à s'y rendre. Des fois, ils sont juste à proximité de la voiture. Le parc d'Aiguebelle, c'est sûr que c'est vraiment connu dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais est-ce que tu aurais un petit trésor caché, un petit lieu inusité dans le parc à suggérer, à découvrir là, cet hiver pour les gens qui vont venir faire un tour? Bien, c'est sûr qu'on l'a dit, les lacs de Faille étaient moins accessibles avant l'hiver. Ceux qui n'ont pas vu les lacs de Faille l'hiver, c'est un autre monde, complètement. Surtout quand on tombe au mois de mars, là, les parois commencent à se recouvrir beaucoup de glace. Donc, c'est vraiment féerique. Si vous les avez vus l'été, le paysage a complètement changé. Donc, ça, c'est une découverte à faire. Eh bien, ça donne le goût de venir faire un tour. Merci beaucoup, Frédéric, et je te souhaite une super belle saison hivernale ici au parc d'Aiguebelle. Merci beaucoup. Je vous l'avais dit que c'est pas plate l'hiver en Abitibi-Témiscamingue. Les Huskies et les Foreurs sont sur la route ce week-end. Soyez avec nous au retour puisqu'on fait un petit survol des enjeux entourant les matchs de vos équipes. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport maintenant, Amos accueille actuellement la 60e édition du tournoi national Midget M18 d'Amos. Et Alexis, on parle quand même de 400 à 450 jeunes réunis ce week-end. Oui, Anthony, le tournoi qui commençait officiellement mercredi et se déroulera jusqu'à dimanche. Vous venez de le dire, c'est plus de 400 jeunes de 15 à 17 ans dans 25 équipes différentes qui y prennent part. Le but, c'est de faire participer le plus de jeunes possible dans le hockey mineur au niveau M18. Il y a différentes catégories, différents niveaux. Et demain, on rentre en ronde d'élimination jusqu'à dimanche où auront lieu les phases finales. Et précisons également, vous l'avez dit au début, que c'est la 60e édition de ce tournoi qui a débuté en 1962 alors qu'il y avait seulement 6 équipes à l'époque. Et d'année en année, il y a eu des évolutions. Il y a eu une pandémie également qui est venue changer bien des choses. Heureux du déroulement de la 60e édition jusqu'à ça représente que ceux qui ont commencé le tournoi avaient une bonne formule. On a juste suivi ce qu'ils ont commencé, puis on continue à faire ça. Puis on espère se rendre vraiment loin encore une fois. C'est une bonne formule. Le monde participe, les équipes embarquent. Mercredi soir, on avait notre ouverture officielle et ça avait bien répondu. Hier aussi. Ce soir, on pense bien que l'aréna va être pleine avec les matchs qu'on a à l'horaire, avec le midget 3 aussi. Fait qu'on devrait être correct. Et d'ailleurs, ce soir également, au complexe sportif des Jardins d'Amos, les Forestiers vont disputer un match important. Un gros défi quand même face au meneur de division, le Rousseau Royal. Les Forestiers, rappelons-le, se battent actuellement pour le 3e rang de leur division. Oui, c'est donc un match à suivre. Maintenant, du côté de la LHJMQ, Alexis, les Huskies et les Foreurs sont sur la route ce soir. Bon, je crois qu'on a un petit problème technique avec Alexis. Bref, on parle ici de 2 matchs à la portée des 2 équipes. D'abord, les Foreurs vont tenter de rebondir après leur défaite de 4-1 hier à Blainville. Ce soir, ils sont à Victoriaville contre les Tigres qui sont derniers de la Ligue actuellement à 10 points d'une place en série. Une saison difficile pour eux. Ce sera la 4e et dernier duel entre les 2 équipes. Les Tigres ont gagné 2 des 3 duels, mais ça se passait en début de la saison. Il y a bien des choses qui ont changé depuis, donc un match à la portée des Foreurs ce soir. Et c'est la même chose du côté des Huskies qui se mesurent ce soir et demain au Drakkar à Bécomo. Le Drakkar, c'est pas une mauvaise équipe, la formation qui a mis ce classement, mais certain que pour les Huskies, ils vont tenter d'aller chercher les 2 victoires. Eux qui, rappelons-le, avaient perdu le premier match de leur voyage dans l'est de la province, 6-4 mercredi soir à Chicoutimi. D'ailleurs, avec les résultats d'hier soir dans la LHJMQ, les Huskies sont officiellement qualifiés pour les séries 2024-2025. Ils sont la 5e équipe qualifiée après Moncton, Rimouski, Drummondville et Chicoutimi. Nous allons justement avoir du hockey ce printemps. Donc, évidemment, je remercie Alexis, même s'il a dû nous quitter un peu plus tôt que prévu. Et
En karaté maintenant, déception pour Alexandre Saint-Arnaud à Chypre. En Europe, il combattait aujourd'hui dans le cadre de la Coupe du monde Série A contre les meilleurs de sa discipline. Alexandre s'est incliné par le pointage de 2-0 dans un combat chaudement disputé contre le Chinois Yang Cheng, le champion du monde en titre. On rappelle qu'Alexandre Saint-Arnaud évolue dans la catégorie des plus de 84 kilos. Sa prochaine compétition d'envergure devrait être les championnats canadiens de karaté prévus début avril à Richmond, en Colombie-Britannique. Et on poursuit en ski. Les jeunes âgés entre 6 et 16 ans pourront profiter d'une journée de ski alpin complètement gratuite au centre plein air du Mont Canasuta demain, samedi 15 février, grâce à la journée Anico Eagle. Les 100 premiers arrivés auront donc accès au remont de pente, au conseil de moniteur, mais aussi de la location d'équipement, encore une fois, sans frais. Et on termine l'esport avec une bonne nouvelle. Les Rouyn-Norandiens vont pouvoir profiter de l'hiver grâce à la patinoire extérieure du quartier Baudry qui a été complètement rénovée. Le sol et l'asphalte ont été refaits et des murets en béton ont été ajoutés pour installer les bandes. C'est d'ailleurs la première installation du genre dans la ville avec une structure en aluminium. Les travaux représentent un investissement total de près de 250 000 $. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit un ennuagement au courant de la soirée avec de la faible neige. Maximum de moins 22 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est de la neige intermittente pour tous les secteurs avec des maximums de moins 8 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la neige avec des maximums de moins 11 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, XTV Abitibi-Témiscamingue et sur Blue Sky si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. Bonne Saint-Valentin aux amoureux. D'ici là, prenez soin de vous.